François contre Google. On pourrait croire que c'est juste un procès de plus, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un vrai bras de fer sur la souveraineté numérique et sur qui contrôle l'info aujourd'hui. On va décortiquer ensemble ce dossier qui est absolument crucial. Alors, imaginez la scène. On est le 9 avril 2026, à la Cour d'appel de Paris. Et là, d'emblée, on pose la question, celle qui est vraiment au cœur de toute cette affaire. Qui décide, au fond, de ce qu'on peut voir, lire ou même faire disparaître sur Internet ? Le président de la Cour va même jusqu'à lâcher le mot « censure », rien de ça. Ça vous plante le décor, hein ? Bon, pour commencer, on va s'intéresser à l'impact le plus direct, le plus spectaculaire de cette affaire, ce que les sources appellent l'effacement numérique. 55 000, voilà un chiffre, posé comme ça. Ça paraît énorme, non ? Mais ça correspond à quoi au juste ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nombre ? Eh bien voilà la réponse. 55 000, c'est le nombre d'articles de François qui sont devenus inaccessibles. Pour comprendre, il faut remonter un peu le temps. Tout démarre en octobre 2020 avec des articles sur des sujets qui font débat, comme les élections américaines ou les politiques sanitaires. Et puis bam, avril 2021, la sanction algorithmique tombe. Et le résultat, il est massif. 55 000 articles et aussi près de 1000 vidéos qui sont purement et simplement effacées de Google Actualités et Discover. Et c'est là que l'avocate de François, maître Diane Prota, a cette phrase qui frappe fort pendant l'audience. Elle dit « Un patrimoine culturel français qui est censuré ». Ça montre bien qu'on n'est pas juste en train de parler de technique ou d'algorithme, non, on touche à la mémoire collective, à notre accès à l'information. Et puis, au milieu de tout ça, il y a un rebondissement, un élément clé qui va tout changer, une preuve venue tout droit des États-Unis. Regardez bien cette chronologie, parce que c'est là que tout bascule. Le 23 septembre 2025, Alphabet, qui est la maison mère de Google, envoie une lettre au Congrès américain. Et dans cette lettre, c'est énorme. L'entreprise avoue, noir sur blanc, avoir modéré des contenus sur le Covid-19 sous la pression du gouvernement Biden. Et le plus fou, c'est qu'elle précise que c'était même quand ces contenus ne violaient pas ses propres règles. Cet aveu, fait aux USA, va avoir un écho énorme à Paris. La Cour d'appel le juge pertinent et décide en décembre 2025 de rouvrir les débats. Le jeu est complètement relancé. Alors, face à cette bombe, comment Google réagit ? Eh bien, la défense s'accroche à la lutte contre la désinformation, à la responsabilité sanitaire, elle rejette complètement la pertinence de la lettre américaine. L'avocat de Google a même eu cette phrase assez choc. Combien de lecteurs sont morts suite aux recommandations de François ? Ambiance. Mais ce qui est fascinant, c'est la réaction du président de la Cour. Avec une petite touche d'ironie, il a calmé le jeu et a recentré tout le monde sur la question de droit, loin des accusations les plus graves. Parce qu'au-delà des joutes d'avocats, il y a eu des conséquences bien réelles et surtout brutales sur le plan financier. C'est ce qu'on va voir maintenant avec le choc économique. Cette infographie est super claire pour comprendre le mécanisme. C'est un engrenage en 3 temps. D'abord, ce qu'on appelle le moteur. En gros, l'arrêt de l'indexation sur Google Actualités et Discover, ça a fait s'effondrer l'audience. On est passé de 5 millions de lecteurs à presque plus rien. C'est un peu comme si on enlevait une boutique des Champs-Élysées pour la mettre dans une ruelle déserte. Ensuite, la monétisation. On coupe les outils publicitaires comme AdSense, donc plus de revenus. Et la conséquence de ces 2 actions, c'est le choc financier. Et son ampleur, elle se résume en un seul chiffre. Et le voilà, ce chiffre. Moins 70%. C'est implacable. Une chute de 70% du chiffre d'affaires. Inutile de dire que ça a entraîné le démantèlement quasi total de la rédaction du média. Et là, on arrive à un point qui est assez paradoxal. D'un côté, on a Google qui promet au Congrès américain de donner une seconde chance à tous les créateurs qui ont été exclus pour des raisons politiques. Ok. Mais de l'autre, on a la réalité pour François. Alors oui, leur chaîne YouTube a été réactivée, mais les fameux 55 000 articles et les vidéos qui vont avec, eux, ils restent bloqués. Certains appellent ça une réactivation de façade. Bon, tout ça, ce cas précis, nous force à prendre un peu de recul. Ça nous amène à une question beaucoup plus large. Une question quasi philosophique en fait, sur la démocratie. Où se situe la frontière de la vérité ? Ce schéma, il est très parlant. Il montre bien le glissement du pouvoir. Avant, pour simplifier, l'État fixait les règles de ce qui était légal ou non et les médias assuraient le pluralisme. Aujourd'hui, le modèle a changé. On a des acteurs privés, des géants mondiaux, qui ont un droit de vie ou de mort numérique sur la presse avec des décisions algorithmiques. La vraie question pour la justice, c'est de savoir si l'action de Google, c'est une gestion légitime de sa plateforme ou si c'est une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Et finalement, tout ça nous ramène à la question du début, mais en encore plus grand. La question qui résonne bien au-delà de ce procès. Qui, aujourd'hui, a la légitimité de fixer la frontière de la vérité ? Est-ce que c'est une plateforme privée ? Est-ce que c'est l'État, la justice ? La réponse qui sera donnée dans cette affaire, eh bien, elle pourrait bien définir une partie de l'avenir de l'information dans notre monde numérique.